Le lâcher-prise va partir sur un principe qui est extrêmement simple. Je vous le donne maintenant et après on va développer derrière. Tout ce que ton présent contient, considère ce présent comme si c'était toi qui l'avais choisi. Ben, je vais le répéter. Tout ce que ton présent contient, considère-le comme si c'était toi qui l'avais choisi. Et vous allez voir que quand vous êtes dans ces dynamiques-là, vous lâchez prise. La conférence est terminée, je vous laisse méditer. Non, je sais que ça peut paraître dingue, mais juste, parfois, je vais en dire trop, ça ne servira à rien. Juste de comprendre ça. Tout ce que ton présent contient, considère ce présent comme si tu l'avais choisi. C'est tout le problème avec le lâcher-prise. Le lâcher-prise, il est lié à deux choses d'abord. Lâcher et prendre. Lâcher quoi? Je prends quoi? Lâche-prise, ça veut dire qu'il faut que tu lâches quelque chose. Maintenant, si on lâche quelque chose simplement et qu'on ne prend rien d'autre, il y a une espèce d'amertume en arrière-plan et on se dit, mais finalement, j'aurais pas dû lâcher. Je le reprends. D'accord? Imaginez Tarzan qui se promène de liane en liane et qui n'a pas intégré le concept de lâcher-prise. T'es le mec qui se balance sur une liane, il en chope une, puis je lâche pas. Et là, tu dis, Tarzan, tu bouges plus. Est-ce que vous imaginez si Tarzan ne bouge plus? Aucun intérêt. Bon, à un moment donné, il va quand même hurler, hein, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'une fois encore, moi, je rencontre tous les jours des personnes qui veulent lâcher quelque chose, mais qui ne savent pas quoi prendre, ou alors, ils veulent prendre quelque chose, mais ils ne sont pas prêts à lâcher l'autre. Et finalement, tu vas avoir deux forces opposées. Quand tu as deux forces opposées, eh ben, en fait, tu vas avoir quelque chose qui t'empêche d'évoluer, d'avancer. Si vous voulez aller d'un côté et qu'on vous tire de l'autre, il y a un moment donné, tu ne peux pas avancer. Le problème, c'est que quand on n'intègre pas le lâcher-prise dans notre vie, c'est très compliqué d'avancer. Pour plein de raisons. Il va y avoir des raisons psychologiques, il va y avoir des raisons neurologiques. Et puis, à un moment donné, il va y avoir un tas de raisons sociales aussi. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Lâcher prise, c'est comme je disais dans la présentation que j'ai mise sur les réseaux sociaux, un concept qui est un concept vraiment fabuleux. Tout le monde a à l'esprit une espèce de résonance sur le lâcher prise. Mais écoute, vas-y, fais comme chez toi. Pour moi, ça sera une bière. Non, merci. On comprend tous le concept de lâcher prise. D'accord? C'est-à-dire qu'on a une intuition du lâcher prise tous ensemble. On sait tous, allez, il faut vraiment que j'arrête avec ces conneries, il faut que j'arrête, il faut que je lâche, il faut que j'arrête de me prendre la tête, je suis en train de me prendre le melon pour rien. Et la minute d'après, on continue à prendre le melon. Puis après, on prend la pastèque. Puis une salade de fruits complète. D'accord? Donc il va y avoir un problème avec tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, le lâcher-prise, il va être lié à plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de lâcher-prise sans attente. Vous avez remarqué ou pas? Il n'y a pas de lâcher-prise sans attente. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on doit lâcher prise dans un domaine, c'est qu'on a eu des attentes. Et ces attentes, on n'a pas eu une correspondance. Et en fait, entre ce que j'avais envisagé et ce qui se produit, ça ne se passe pas comme je veux. D'accord? Ça, c'est un premier niveau de lâcher prise. C'est-à-dire que, en fait, la plupart des personnes qui ont des attentes sont malheureuses. Non, il faut que vous compreniez que plus tu as d'attentes dans ta vie, et plus tu multiplies les effets pour être malheureux. Parce qu'il y a des personnes qui conditionnent toute leur vie à « je serai heureux qu'à partir du moment où le monde et l'univers répondra à mes attentes ». Alors le monde et l'univers, c'est tes enfants, tes conjoints, ton patron, la banque, l'économie, tes clients. C'est-à-dire que je vais avoir des attentes et que si j'ai conditionné mon bonheur à ces attentes et que je n'ai pas une réponse favorable à ces attentes, et je vais être malheureux. Et une fois encore, c'est important d'apprendre à lâcher prise par rapport à ces attentes. Le lâcher prise, il est aussi lié à la notion de contrôle, vous comprenez ça? C'est-à-dire que chaque fois que je ne lâche pas prise, c'est parce que je suis rentré dans une fonction de contrôle. Bon, soyons clairs.
J'ai essayé de faire le point sur tous les systèmes contrôlants de notre vie. Vous avez remarqué qu'on contrôle tout? La vitesse à laquelle vous circulez, il y en a qui contrôlent leurs calories, il y en a qui contrôlent ce qu'ils mangent. On va contrôler si vous avez eu un pass sanitaire, si vous avez été vacciné. C'est-à-dire que quand on regarde notre société, est-ce que vous avez remarqué à quel point la notion de contrôle, elle est présente partout? Nous sommes des êtres hyper contrôlés. Comment ne pas être des êtres hyper contrôlants? Quand dans notre environnement, tout est contrôle. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on a une notion de contrôle, c'est jamais pour quelque chose de positif. Vous avez remarqué ou pas? Enfin, je sais pas, quand on t'annonce un contrôle fiscal, quand on t'annonce un contrôle social, quand on t'annonce un contrôle de formation, ou quand on dit à vos enfants, vous savez, vendredi prochain, il y aura un contrôle. Pire, si ils font contrôle surprise, c'est-à-dire que la notion de contrôle, écoute-moi bien, tu lui as associé une dimension anxiogène terrible. Et pourtant, ça fait partie de notre société. Vous avez remarqué ça ou pas? Nous vivons dans le contrôle. Et d'ailleurs, ce qu'on nous a dit, c'est que le développement personnel tel qu'il nous a été vendu sur les 80 dernières années, c'était un développement personnel plus de contrôle qu'autre chose. Tu dois contrôler ce que tu fais, tu dois contrôler ton système de croyance, tu dois contrôler tes valeurs, tu dois contrôler ce que tu dis, ok? Que ta parole soit impeccable, ok? Non, tu ne dois pas le prendre personnellement, mais si j'ai envie, non. Non, parce que c'est un accord Toltec. Mais je les connais même pas, ces mecs-là, moi, les Toltecs. Qu'est-ce que tu me demandes de faire des accords Toltec? D'ailleurs, je n'ai pas aucun accord avec des Toltecs en plus. Les mecs, franchement, si les Toltecs ils étaient intelligents, ils seraient encore vivants. Maintenant, on est en train de dire, écoutez-moi bien, sur les réseaux sociaux, que les Toltecs, c'était des extraterrestres. Mais est-ce que moi, je vais faire confiance à des extraterrestres? Certainement pas. Excusez-moi, des extraterrestres qui débarquent à Las Vegas? Moi, j'ai un doute. Franchement, t'es un extraterrestre, tu vas dans un endroit où il y a un petit peu de culture. Ah, les mecs, ils s'emmerdent pas, les extraterrestres, ils vont écouter les gars. On doit débarquer sur le monde, Las Vegas. Alors, il y a de la lumière, et puis surtout, j'ai remarqué un truc, c'est que je pense qu'avec le décalage d'observation des années-lumière, ils pensent qu'il y a encore Elvis Presley. Je pense que les mecs se sont trompés. Donc déjà, je ne vais pas faire ni confiance aux extraterrestres, ni aux accords Toltec. Mais comprenez une chose, on vit dans un monde de contrôle. Et ce monde de contrôle dans lequel on a grandi, il nous a envoyé une idée qui était un petit peu absurde dans l'absolu, c'est-à-dire, et si moi, je commençais à contrôler mon monde? Parce que c'est aussi l'idée qu'on nous a vendue. C'est-à-dire que même tout ce courant de développement personnel qui est intéressant, qui était aussi changeant, qui faisait partie de l'évolution, a commencé à dire, ok les gars, fixez-vous des objectifs, et vous allez voir que ça, c'est la clé du bonheur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais gamin et que j'étais passionné par le développement personnel très tôt, on me disait que la clé du bonheur, c'était dans le fait de se fixer d'un objectif et d'atteindre cet objectif. Vrai ou pas? Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'on faisait? On s'est tous amusés à se fixer des objectifs dans tous les domaines. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté notre niveau de pression de façon exceptionnelle. On a augmenté le stress qui allait avec. Et surtout, on a commencé à exprimer ce besoin de contrôle. Si maintenant, non, je sais où je vais mettre. Donc, il faut que je contrôle qui je suis, ce que je fais. Il fallait que je fasse attention à tout. Et là, tous les concepts devenaient intéressants. D'un côté, c'était les 4 accords Toltec. Il y a un mec qui dit, je connais 7 habitudes de tous ceux qui réussissent. Allez, vas-y, envoie la cam. Et là, tu te dis, bon, ok, ça. Et donc là, moi, j'ai une ligne tracée. Et même mon développement personnel, je vais le faire autour de la notion de contrôle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, en vrai, c'est super intéressant. Au sens inter-essai, c'est-à-dire, c'est intéressé, c'est à l'intérieur, être à l'intérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, ces concepts, ils vont me toucher, ils vont me parler, parce que quand je les vis, quand je les apprends, je grandis, je développe quelque chose. Mais je ne me rends pas compte à quel point, finalement, je vais commencer à mettre en place des schémas de contrôle. D'accord? C'est-à-dire que vous prenez tous les systèmes de développement personnel, ils sont intelligents jusqu'à ce qu'ils deviennent absurdes. Tu peux apprendre l'intégrité. L'intégrité, c'est une super valeur en termes de développement personnel. Pousse-la à son extrême, tu as de l'intégrisme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel concept de développement personnel, et c'est ça le danger du développement personnel parfois. C'est que
Si on ne met pas de la mesure là-dedans, il va y avoir un problème. D'accord? C'est intéressant parce que dans la culture dans laquelle je suis, ok, vous savez que je vis en Israël, en hébreu, les traits de caractère s'appellent des midot. Ok? Et des midot, ça veut dire aussi trait de caractère, mais ça veut dire aussi mesure. C'est de la mesure. Ça veut dire qu'en fait, dans tes traits de caractère, il faut que tu apprennes à mettre de la mesure. Alors j'ai presque envie de dire, c'est intéressant parfois d'essayer de contrôler son environnement. Je vais contrôler mes comportements, je vais essayer de contrôler mes émotions, je vais essayer de contrôler mes relations. Mais mets de la mesure. Parce que si tu ne mets pas de la mesure là-dedans, tu vas devenir un hyper contrôlant. Et en plus, si tu n'es aucunement dans une démarche spirituelle, cette hyper contrôlance, je ne sais pas si ça se dit, mais je m'en fous. Non, c'est important aussi d'inventer des nouveaux mots, des nouveaux concepts. Comme ça, si un jour, vous verrez dans 10 ans, tout le monde dira « Tu travailles ta contrôlance ?» Vous direz « J'étais là le jour où le mot est né. » Voilà. Donc si tu travailles sa contrôlance, j'adore ce mot, il faut que j'écrive. Copyright, direct. C'est-à-dire que si je ne mets pas de la mesure là-dedans, je vais considérer que je suis le maître de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Ok? Ce que nous avons dit au passage aussi, une grande partie du développement personnel, vrai ou pas? Un jour, il y a des mecs qui disent « Je suis tombé sur un livre. » Et là, tu as le secret. Tu regardes le secret, tu dis « Écoutez-moi, c'est très très bien. Vous pensez, vous ressentez, vous attirez. » Et regardez, hop, place de parking, hop, le mec, tu vois le documentaire, tu dis « Mais c'est pas révolutionnaire, ça ?» C'est-à-dire qu'on est d'accord que je décide de ce que je veux, et ça arrive. Et le mec, moi j'avais vu le truc en anglais quand j'étais en Angleterre, on voyait l'espèce de grand génie, Your wish is my command. Wow, même ça claquait sa mère. Tes ordres sont des vœux. Oh, ok, là, avec la musique vachement sympa. Et toi, tu es sur ton canapé, je dis, écoute, je vais envoyer la cam. Tu fais quoi? Je me réalise. Je fais la loi d'attraction. Tu fais quoi? J'attractive. Je sais, ça n'existe pas non plus, mais j'invente. J'ai décidé d'attractiver ma vie. C'est quoi? C'est un phénomène d'attractivage. L'attractivage est la fonction primaire que nous allons développer à ne rien foutre, à penser que tout va nous arriver dans l'univers sans rien faire. Ça s'appelle le chômage. Donc j'étais bien, j'étais sur mon canapé, peinard, mais en mode hyper focus, le mec. Parce qu'à un moment, le gars dit, non, attends. Il ne faut pas seulement penser, il faut vibrer. Alors je ne sais pas sur vous, mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire vibrer. Je veux dire, je vais vibrer ma voiture. 2 heures pour comprendre le vibrage, aussi un autre mot nouveau, le vibrage de ma bagnole. Okay, mais tu t'aperçois que finalement, cet objet-là qu'on nous a vendu, d'abord, ça fonctionne. Parce que les personnes disent, tu sais, moi, avec la loi d'attraction, j'attire des places de parking. Écoute, c'est utile. Non, parce que qui n'a pas besoin de place de parking dans sa vie? T'as raison. T'as essayé d'attirer 100 000 euros? Ouais, mais non, là, ça demande un truc supérieur. Tu comprends, je suis pas encore dans le vibrage de 100 000 euros. Bah, démarre. Par contre, je te donne aussi un petit conseil. Bouge ton cul. Non, parce que tu vas voir que si tu poses en plus des actions, ça va être génial. Mais par contre, ce qu'on ne se doute pas derrière tout ça, c'est qu'on nous a vendu une idée que finalement on pouvait contrôler tout dans notre vie. Contrôler les personnes qu'on allait attirer, l'argent qu'on allait avoir, les problèmes qu'on allait éviter. Oh, le pays de oui, le truc. C'est-à-dire que tu regardes ça, tu dis, les gars, vous allez avoir des emmerdes. Hein. Et vous allez avoir du mal à faire face, quoi. C'est-à-dire que quand tu penses que tout est sous ton contrôle, est-ce que tu imagines la pression que tu te mets sur les épaules? Est-ce que tu imagines le stress que ça génère pour toi? Et en plus, il y a quelque chose qui est infâme dans cette idée. Infâme.
c'est que si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. Alors, le coup du lâcher-prise, tu dis oui, tu devrais lâcher prise. Vous avez vu déjà, Claire, elle avait envie de buter tout le monde. Moi, je ne dirais jamais ça à Claire déjà. Parce que quand elle a dit, j'ai eu peur. Et je me suis dit, elle va buter vraiment quelqu'un. Elle avait l'air un petit peu psychopathe tout à l'heure quand elle a dit ça. J'ai eu peur. Et puis après, tu as des personnes, quand tu as des emmerdes, tu as des personnes qui font oui, mais est-ce que tu ne l'as pas attiré un petit peu à toi? Et là, en fait, tu n'as pas simplement envie de la buter, tu as envie de la torturer. Et tu inventeras des tortures qui n'existent même pas dans le dictionnaire. Parce que les personnes vont te dire, mais non, mais finalement, c'est un petit peu de ta faute, quoi. Ok? Et qu'est-ce qu'on nous renvoie encore? Tout ça, c'est sous ton contrôle. Ce que tu réussis, ce que tu échoues, les personnes que tu fais rentrer dans ta vie, les situations que tu vas avoir. Ça, c'est un trip post-New Age, parce qu'on finalement, on s'est dit, tiens, il faut bien qu'il y ait quelqu'un de responsable dans tout ça. À qui on va donner la responsabilité? À la personne. Oui, parce que si t'arrives des emmerdes, c'est de ta faute. Alors, ok, parfois on a mis en place des actions qui vont nous permettre de déclencher des situations. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas souhaitées dans notre vie, qui nous sont arrivées. Et tu peux y aller avec toutes tes théories spirituelles, hein. Toutes les théories puissantes, ésotériques, il y a un moment donné, tu fais chier avec ça. Parce qu'il n'en demande pas moins que moi, je dois faire face. Et le problème, c'est que quand tu me renvoies ça, tu me renvoies le fait que finalement, c'est sous mon contrôle. Alors écoutez-moi bien. Tout est sous votre responsabilité, mais tout n'est pas sous votre contrôle. Et il va falloir apprendre à faire cette distinction qui est une distinction majeure dans notre vie. Sinon, on ne pourra jamais lâcher prise. Nous sommes les premiers responsables des résultats que nous obtenons dans notre vie. Les premiers, ça ne veut pas dire les seuls. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais effectivement, dans la relation, que ce soit avec mon épouse, que ce soit avec mes amis, que ce soit dans mon business, ce que je vais faire, j'en suis le premier responsable. Je suis OK avec cette idée-là. D'accord? Mais je ne suis pas le seul. Et ça, c'est rassurant déjà. OK? Et il y a une différence, c'est-à-dire que les personnes ont confondu la responsabilité et le contrôle. Oui, je suis responsable de la façon dont je vais réagir aux choses. Mais tout n'est pas sous mon contrôle. Les décisions qu'un gouvernement va prendre ne sont pas sous mon contrôle. Je ne sais pas, sorti de Corona, on commençait à faire la fête, et puis d'un coup, il y a Poutine qui a commencé à nous faire un bridge meuniette. Je dis, l'Ukraine, viens la niquer. Mais non, mon gars, Poupou, viens là, mon garçon, viens, on va discuter. Il se passe, tu peux arrêter tes conneries? Non, on ne fait pas la guerre là maintenant, parce que franchement, ça va être difficile. C'est-à-dire qu'on est tous sortis d'une crise pour entrer dans une autre. Bon, j'espère que quand celle-ci, elle va s'arrêter, ils vont pas... Parce qu'à chaque fois, ça grandit, à chaque fois. Vous avez remarqué ou pas? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise nouvelle, c'est la fin du monde. La dernière fois, c'est la fin du monde avec les microbes. Là, c'est la fin du monde avec le nucléaire. Et puis là, dernièrement, il y a des extraterrestres qui ont débarqué à Las Vegas, quand même. De là à ce qu'ils nous pètent une crise, écoutez, maintenant, écoutez, Poutine, c'est rien, on est attaqué par E.T. Bon, ce monde, il se barre en yuck, hein, soyons clairs, c'est n'importe quoi ce qui est en train d'arriver, c'est débile, ok? Mais moi, dans tout ça, est-ce que la vérité, j'ai du contrôle sur ces gens-là? Est-ce que j'ai du contrôle sur leurs décisions? Non. Mais c'est ce qu'on nous a fait croire. Et justement, vous savez, lâcher prise, c'est d'abord apprendre à renoncer. Et on doit renoncer à quoi? À ce sentiment de contrôle. Si vraiment vous voulez garder qu'une seule chose de cette conférence, c'est que chaque fois que vous allez renoncer à votre envie de tout contrôler et de considérer ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, vous devez considérer que ce que votre présent contient, c'est comme si vous l'aviez choisi. C'est-à-dire que ce qui vous arrive, ça vous arrive. Écoutez-moi bien. Lâcher prise repose sur un concept très simple. Ce qui est, est. Et il y a des choses que tu ne peux pas changer. Tu peux dire tout ce que tu veux. Ce qui est, est. Débat pendant des heures. On peut débattre pendant des heures sur tout ce qui se passe au niveau politique, économique, ultrasonique de partout. Ce qui est, est. Compose avec. Et lâcher prise, c'est ça. C'est cette capacité de dire, voilà, j'ai quelque chose qui m'est proposé dans ma réalité,
qui peut être inattendu. Okay, quelque chose que peut-être je ne voulais pas. Ou quelque chose que je veux profondément et je suis sûr que je peux l'avoir, mais peut-être que je ne l'aurai pas finalement. C'est important d'apprendre à faire des renoncements nécessaires. Et renoncer, c'est pas échouer. Renoncer, c'est pas non plus ne pas avancer. Renoncer, c'est choisir. C'est choisir consciemment ce dans quoi je mets mon énergie et ce dans quoi j'arrête de me prendre la tête. Et c'est important de faire des renoncements nécessaires. C'est important de renoncer que finalement, on n'atteindra peut-être pas tous nos objectifs. C'est important d'apprendre à renoncer que finalement, peut-être, on va avoir des déceptions dans nos relations et que toutes nos relations ne seront pas parfaites. C'est important de renoncer que parfois, on va être trahi. C'est important de renoncer que même si parfois notre intention elle est la meilleure du monde, on aura toujours quelqu'un pour nous démolir ou pour nous insulter ou pour essayer de nous détruire, juste parce que ce qu'on lui renvoie ne lui plaît pas. Lâcher prise, c'est renoncer. Maintenant, c'est important que vous compreniez aussi c'est quoi les conséquences de ne pas lâcher prise. Les conséquences du lâcher prise, c'est d'abord une source terrible de stress qu'on va s'infliger à soi-même. Terrible. On va voir tout à l'heure, Thierry nous parlait du système nerveux sympathique et parasympathique. Vous comprenez que finalement, nous appréhendons le monde avec nos 5 sens, vrai ou pas? Ok. Alors, on en a plus que 5, on en a 9 à peu près, mais couramment parlant, on va parler des 5 sens avec lesquels on appréhende la réalité. Ok. Ce qu'on appelle notre schéma de perception. C'est comme ça que je perçois le monde. Ok. Cette information, elle va arriver par différentes parties de notre corps, par notre système nerveux, ok, notre système nerveux central, qui va communiquer avec différentes parties du cerveau, et dont le thalamus qui reçoit l'ensemble de ces informations et qui va les envoyer à 2 endroits. Le cortex préfrontal et l'amygdale. D'accord ? Petit rappel anatomique, l'amygdale est très proche du thalamus. Beaucoup plus proche que le cortex préfrontal. Ça veut dire que déjà, l'amygdale recevra toujours l'information avant le cortex préfrontal. D'accord ? Je vous rappelle que le cortex préfrontal, c'est la partie avec laquelle vous allez raisonner, et résoudre vos problèmes, envisager, projeter, réfléchir. L'amygdale, elle est là pour assurer votre survie et son premier niveau de contrôle, c'est-à-dire que quand ça rentre dans une partie de l'amygdale qui s'appelle le noyau latéral, il va filtrer l'information, il va dire « Ok, est-ce qu'on est en danger ?» Ok. Si on en est en danger, ça squeeze direct, comme expliquait tout à l'heure Thierry, l'accès au cortex préfrontal, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ne raisonne plus, et on va se mettre dans un mode d'anxiété. Et du coup, comment ça se passe dans le mode d'anxiété? L'amygdale va envoyer l'information à l'hypothalamus, qui va enclencher tout un système hormonal, avec une information qui va aller dans nos glandes surrénales, où on va fabriquer tout ce qui va être adrénaline, on va fabriquer du cortisol, et bref, on va fabriquer toute une biochimie qui nous empêche d'être opérants et performants. Vous savez que, en fait, le cortisol, on a découvert que c'était une substance qui était passionnante, parce qu'on a besoin du cortisol. C'est grâce au cortisol que vous vous réveillez le matin en sortant d'un sommeil paradoxal qui est très très proche du coma. D'accord ? Il y a seulement 2%. 2% seulement vous séparent du sommeil paradoxal du coma. Pour ça que, dans notre culture, c'est un miracle de se réveiller chaque matin. Et il faut remercier Dieu tous les matins. Tiens, je me suis réveillé, c'est cool. Non, parce qu'il y en a qui ne se réveillent pas. Mon grand-père, un jour, il s'est endormi, il ne s'est pas réveillé. Peut-être qu'il a oublié. Okay, mais en tout cas, il ne s'est pas réveillé. D'accord ? C'est juste important de comprendre cette dimension-là. Donc le cortisol, il est utile, mais quand le cortisol il devient abondant, ça devient un poison pour le corps humain. Ça devient un poison pour le corps humain, ça devient un poison surtout pour l'hippocampe. Okay, et l'hippocampe va jouer un rôle majeur dans plusieurs choses. Nos apprentissages et notre schéma émotionnel. Ça veut dire que plus on va stresser, plus on va être dans des schémas d'anxiété, et plus finalement on va limiter nos capacités cérébrales à résoudre des problèmes. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que à chaque fois que j'augmente mon niveau d'anxiété, okay, j'envoie une information à mon cerveau qui est de dire « la situation devient dangereuse, je ne sais pas quoi faire ». Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à envisager des scénarios. D'accord? Et il va envisager des scénarios qui sont des scénarios la plupart du temps négatifs. Pourquoi?
Parce que notre cerveau, il a cette aptitude d'enchaîner les scénarios négatifs parce qu'il pense que si je suis capable d'anticiper le négatif, j'aurai un meilleur contrôle. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'on va renforcer deux choses, et les scénarios négatifs et le schéma de contrôle. Je développe de l'anxiété encore plus. Maintenant, vous êtes conscient d'une chose, c'est que ces scénarios négatifs, ils vont se créer au sein de mon cortex préfrontal. Maintenant, le cortex préfrontal, il va envoyer des informations à l'amygdale que les scénarios sont négatifs. Donc l'amygdale va considérer que finalement le schéma est de plus en plus dangereux. Et donc l'amygdale va déclencher encore plus d'anxiété. Et là, on va passer de peur à de l'anxiété chronique. L'anxiété chronique va déclencher des crises de panique. Et tout ça va nous mettre dans un schéma d'énergie tellement bas à un moment donné qu'on ne peut pas faire autrement que de rentrer dans des états dépressifs. Donc je veux juste que vous compreniez que l'une des conséquences majeures de ne pas lâcher prise, c'est la dépression. Et au passage, entre là et de là, tout l'espace là qui se passe, c'est pas un champ agréable. Ça veut dire que c'est une vie qui est remplie d'états internes désagréables. Levez la main si tout le monde me suit. Super. Donc on va comprendre que ce besoin fondamental que nous avons et qui est viscéral, c'est finalement de se dire il faut que j'apprenne à lâcher prise. D'accord? Lâcher prise, c'est quoi? C'est plusieurs choses. D'abord, comprenez que le lâcher prise, vous devez l'intégrer comme si c'était un état interne. Je vous demande d'envisager, même si c'est une structure cognitive, on s'est rendu compte que d'envisager le lâcher-prise comme un état interne, c'était quelque chose qui nous permettait d'avoir un rapport physique à la chose. D'accord? Comprenez ceci. Le cortex préfrontal, l'amygdale ne parlent absolument pas le même langage. Et le problème, c'est que la plupart du temps, quelqu'un qui va être dans ses peurs, dans ses anxiétés, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de la rassurer, qui est une fonction même du cortex préfrontal. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf que cette personne-là, l'amygdale ne parle pas ce langage. Donc quelqu'un qui est anxieux, tu peux essayer de le rassurer avec de la logique, elle s'en fout en fait. Et pire, elle est en train de dire, je pense que cette personne ne comprend pas ce que je suis en train de vivre. Et elle-même, elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de vivre au passage. D'accord? Donc ça aussi, c'est important de comprendre cette dimension-là. La vraie question qu'on doit se poser, c'est quoi le langage de l'amygdale? Ok, le langage de l'amygdale, c'est quoi? L'amygdale, en fait, va avoir pour fonction de préparer ton corps aussi au niveau physico-énergétique et au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des hormones, à faire face à quelque chose qu'elle va considérer comme un danger. Et attention, plus je veux être dans le contrôle, parce que je veux exactement que ça se passe comme j'ai décidé que ça se passait, plus je me rends compte que finalement je suis en train de perdre le contrôle, et plus l'amygdale considère qu'elle est en danger. Donc plus vous êtes contrôlant, plus vous organisez une structure de pensée qui repose presque exclusivement sur un modèle amygdalien. Vous me suivez? Et du coup, en fait, on va s'apercevoir que plus on va essayer de mettre de la raison là-dedans, plus on va avoir un environnement qui va essayer de mettre de la raison là-dedans, et moins ça va parler à l'amygdale, parce qu'on ne parle pas son langage. Je vous ai dit une chose, l'amygdale, elle est là pour te préparer à quoi? À la fuite, au combat, au gel, ou à toute forme de stratégie d'évitement. Je répète, l'amygdale est là pour préparer à la fuite, au combat, okay, au gel, et à toute forme d'évitement. Ok? Toute forme d'évitement. En clair, le langage de l'amygdale, il est physique. Donc si vous parlez avec des mots, l'amygdale, elle ne comprend pas. Par contre, si vous dites à la personne, tu sais, regarde, viens d'abord, mets-toi en mouvement, mets-toi en exercice. Une personne qui va être dans une base hyper anxieuse, je vous donne une technique. Faites-lui faire ça pendant 5 minutes. Croyez-moi, vous faites ça pendant 5 minutes, il va se passer deux choses. Le niveau d'énergie de la personne, il est au top. Et surtout, en fait, grâce au son et la dimension vibratoire, en fait, l'amygdale, elle a trouvé quelque chose pour incarner l'énergie qu'elle est en train de développer. Vous me suivez? Donc déjà,
quand une personne, elle est dans un schéma d'anxiété très très fort, il faut travailler plus sur la dimension physique que sur la dimension psychologique à travers les mots. Ensuite, le deuxième langage de l'amygdale, c'est la respiration. La respiration. Moi, je suis un adepte. Vous savez, c'est intéressant parce que la dernière fois que j'étais... Qui était là la dernière fois, la dernière conférence? Levez la main. Vous, je vous aime. Pour les autres, je commence à développer un sentiment. Bon, la dernière fois, vous avez remarqué que j'étais assis et j'ai passé ma conférence complète dans la douleur. Vous ne pouvez pas savoir combien, ici, là, je souffrais. Je ne pouvais pas marcher. Il faut que vous le sachiez. D'accord ? Et donc, c'est intéressant de voir à quel point, parfois, les choses changent et les choses évoluent. Ça veut dire que j'avais deux choix ce soir-là. Ou bien j'annulais ma conférence, ou bien je lâchais prise. Et j'ai décidé de lâcher prise. Par exemple, moi, je déteste être assis. Pour moi, une conférence, c'est actif, on doit être bougé. Et de toute façon, je suis tout le temps en train de bouger, tout le temps. Je suis un zébulon. Donc moi, tu m'assois, c'est pas obligatoirement ce qu'il y a de plus sympa pour moi. D'accord ? Mais ce qui est. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a un moment donné, tu es en train de souffrir, tu as mal. Donc, ne te lève pas, ça va faire qu'amplifier la douleur. Et du coup, tu vas être centré plus sur ta douleur que sur ce que tu as à dire. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de porter ton attention sur ce qui va te permettre d'éviter la douleur. Et j'ai décidé de porter mon attention sur vous, en fait. J'ai décidé de porter toute mon attention, de vous envoyer tout ce que j'avais envie de vous envoyer et d'être sur mon sujet. Et c'est intéressant que quand on fait ça, finalement, quand on rentre dans une dimension qui va être une dimension physique de ce que je suis en train de livrer, l'autre dimension physique, je l'ai oubliée. Vous savez ce que je veux dire ? Et c'était intéressant parce que finalement, je me suis rendu compte que même à la fin de la conférence, je m'étais levé et j'avais réussi à faire quelques pas et j'avais rien senti. Bon, quand je suis ressorti dehors, c'était différent. D'accord ? Mais c'est juste important de comprendre qu'il y a un moment donné, le lâcher-prise, c'est d'apprendre à se concentrer sur quelque chose qui va être autre chose, mais dans une dimension physique. Pourquoi je vous parle de toutes ces douleurs ? Parce que moi, en fait, je travaille beaucoup avec le froid. D'accord ? Je fais tous les jours des douches froides, le plus souvent possible, ok ? 2 fois par jour en moyenne. Et puis, à peu près tous les 2 jours, je fais un bain glacé entre 3 et 5 degrés, ok ? Et j'essaye de rester le plus longtemps possible aussi. On a tous été sous une douche que le petit malin d'avant, il avait mis sur le froid. D'accord ? Et toi, tu y vas, tu es genre en mode, je suis en mode confiance. Je suis en mode, je me réveille le matin, je ne vais certainement pas commencer à contrôler que la douche, elle est froide. Et puis parfois, tu sais, le pire, c'est quand tu as le pommeau et le système au-dessus. Parce que tu as toujours un con qui a branché le système au-dessus. Et toi, tu es là. Donc, en plus, si tu es malin, parce que tu as fait du développement personnel, si tu es malin, tu prends le pommeau, tu le diriges ailleurs. L'expérience. Et tout d'un coup, tu as le truc qui vient d'ici. C'est marrant que ça, la réaction, si on l'a filmée, elle n'est pas esthétique. Ça, c'est une réponse de l'amygdale. À chaque fois que vous allez être saisi au niveau de l'amygdale, le premier système qui va être touché, c'est votre système respiratoire. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se rendre compte que finalement, aujourd'hui, il y a un tas d'études, parce qu'on s'est quand même posé la question, comment ça se fait dans une société dans laquelle tous les systèmes de santé sont de plus en plus avancés, on a de plus en plus de maladies neurodégénératrices. Alors tout le monde y va à sa théorie. Il y a les personnes qui vont aller de la théorie de l'alimentation. On a la théorie de la pollution. Et puis il y a une théorie qui devient de plus en plus intéressante et qui commence à vraiment faire beaucoup de bruit dans l'univers neuroscientifique en ce moment, parce que c'est l'objet de la plupart des recherches sur les maladies d'Alzheimer, en tout cas dans ce qui se passe outre-Atlantique. C'est notre respiration. Et on a découvert que, par exemple, notre génération est une génération qui mange beaucoup trop mou. Notre alimentation, elle est meule, on ne mastique plus. Pourquoi ? Parce que nos industriels ont compris que moins on faisait d'efforts, et mieux c'était.
Donc le pain, il faut qu'il soit tendre. Vous avez remarqué que la plupart du temps, quand vous avez du pain rassis, vous le jetez, ok? Ou alors vous faites du pain perdu, c'est-à-dire on va le rendre encore plus mou. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nos anciens, ils ne faisaient pas ça. Ils mangeaient aussi le pain qui était dur. Vous voyez ce que je veux dire? La viande, dans le temps, elle était plus dure. Là, maintenant, il faut que la viande elle ait des molécules qui soient molles. Donc comprenez une chose, c'est que ça, là, ça a fait quelque chose qui a fait que, finalement, notre mâchoire, elle s'est enfoncée un petit peu vers l'arrière. Et quand notre mâchoire, elle va vers l'arrière, eh ben, en fait, ça exerce une pression sur nos sinus et on respire beaucoup moins par le nez. Et vous devez savoir que la respiration entre la bouche et le nez, ça donne plus du tout la même chose. Et qu'un corps qui respire par le nez est un corps en bonne santé. Un corps qui respire par la bouche est un corps qui se prépare à avoir des maladies. Quand vous allez en Suède, quand vous allez en Russie, je suis désolé. Sauf si tu fais un virement de 10 000 € sur mon compte, et que je te jure, t'es effacé sur 14 générations. Le mec, il était là, il avait pris ses petites bouteilles d'eau, il s'est dit, je vais peinard, premier rang, le mec, il allonge ses pattes, comme ça, il dit, je suis cool, je suis presque en vacances. Et là, je suis en train de lui dire qu'il va mourir bientôt. Maintenant, comprenez une chose, c'est que toutes les personnes qui suivent cette conférence ce soir, ou qui vont la regarder sur les réseaux sociaux plus tard, vous êtes protégés sur au moins 13 générations. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que après, ça demande beaucoup de concentration. Mais t'inquiète pas, mon frère, t'es protégé. Surtout avec le petit truc. Hein? T'es un pote? Bah quoi? Au moins, on sait qu'on a un point commun. Donc tout ça pour vous dire que... Qu'est-ce que je disais? Non, parce que le problème, quand tu dis tes conneries, c'est... T'es resté à la douche froide? Ah. Non, mais j'en ai parlé il y a 20 minutes. Bon, ça va, respirer par le nez, c'est bon. Oh, hey, on se calme. Alors, entre elle qui est 20 minutes et moi, toi qui dis un truc que j'ai jamais dit, on la bah, vas-y, chacun balance un mot. Mais un mot qui n'a rien à voir. Ok, je ne suis pas payé assez cher, moi. Donc ça pour vous dire que le problème de respiration devient un problème majeur sur notre société. Et d'ailleurs, quand vous allez en Suède, quand vous allez en Russie, vous savez que les professeurs, ils ont un réflexe, ils demandent systématiquement aux enfants de fermer la bouche, dans la journée. Et d'ailleurs, nos anciens avaient ça, ok? Pour apprendre aux enfants à respirer par le nez. Il faut qu'on retrouve la respiration par le nez. Maintenant, on a remarqué aussi une chose, c'est qu'au-delà du fait que respirer par le nez, ça nous met en meilleure santé, on va se rendre compte aussi de quelque chose d'exceptionnel. C'est que de respirer par le nez, quand on allonge notre respiration par le nez, ça réduit l'activité de notre amygdale. Et si lâcher prise, c'était apprendre à respirer. Si lâcher prise, c'était de retrouver plusieurs choses. D'abord, on va parler d'acceptation tout à l'heure. Je vais vous expliquer comment un groupe de rock peut vous aider à lâcher prise. Okay? Mais c'est juste important de comprendre que si d'abord on change notre perspective psychologique face à ce qui est en train de nous arriver, si on décide que finalement, tout n'est pas sous notre contrôle et c'est OK. Si on choisit que finalement, quoi qu'il nous arrive, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi pour pouvoir m'adapter et passer à un niveau supérieur. En clair, si on change de perception des choses, on va s'apercevoir que ce qui pourrait ressembler à de l'incertitude, on peut le transformer en une certaine forme de certitude. Vous savez, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans la vie. Je ne peux pas le savoir. On ne peut jamais le savoir. Mais par contre, j'ai des certitudes que je serai capable de m'adapter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et vous allez voir que plus on va travailler notre confiance en soi aussi, plus on va se faire confiance à soi dans sa capacité à s'adapter, et plus il devient facile de lâcher prise. Et c'est important aussi de considérer que chaque chose qu'on va vous offrir, chaque chose que la vie vous offre, derrière la vie, vous mettez ce que vous voulez. Hachem, Allah, Vishnu,
Brana, Bouddha, David Lefrançois. Non, c'est parce que ça rimait. Je voulais faire une rime, ok? Tout ce que vous allez mettre derrière, en fait, si vous acceptez ce qu'on est en train de vous proposer, comme un cadeau, et vous dire, ok, ça c'est exactement ce dont j'ai besoin. Ok? C'est-à-dire que souvent, et je vois avec mes clients, vous allez voir que nos clients vont confondre le problème qu'ils vivent et le besoin qu'il y a derrière. Ok? Peu importe le problème que tu vis, intéresse-toi sur finalement, ça va te permettre de répondre à quel besoin ça dans ta vie. Si ça te permettait de répondre à un besoin fondamental, de développer quelque chose, on va aller différemment. Si tout ce qui t'arrivait était parfait. Imaginez juste quelques secondes que vous commenciez à appréhender le monde à travers cette philosophie-là. Que chaque chose qui vous arrive, agréable, pas agréable, est exactement celle qu'il vous faut pour passer à un niveau supérieur. On est d'accord que ce n'est rien d'autre qu'une croyance, ok? Mais c'est une croyance ressource. Et c'est une croyance qui permet de lâcher prise. Parce que si je ne développe pas cette croyance, qu'est-ce qui va se passer? Je vais croire que ce qui m'arrive est en désaccord avec ce que je veux. Vrai ou pas? Si je crois que ce qui m'arrive est en désaccord avec ce que je veux, je vais être déçu parce que ça ne correspond pas à mes attentes. Et déjà, je viens de mettre en place tout un système de conditionnement personnel pour ne pas être heureux. Vous me suivez? Tout le problème va se situer là. C'est la raison pour laquelle on se dit, ok David, est-ce qu'on peut avoir une vie sans attente? Je crois profondément que non. Et je crois que c'est important, parfois, d'avoir des attentes vis-à-vis de certaines personnes. Ok? Mais par contre, parfois, ce serait bien de clarifier nos attentes. Jacques Salomé, il disait ça très bien. Excuse-moi de ne pas répondre à la question que tu ne m'as jamais posée. Parfois, il y a des personnes qui ont des attentes. Moi, je vais avoir des attentes vis-à-vis de toi. Toi, tu as des attentes vis-à-vis de moi, mais on n'a jamais clarifié nos attentes. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a un problème le jour où je ne réponds pas à tes attentes. Et pour toi, tu dis, mais pourtant, c'était clair. Bah non. D'ailleurs, et mes attentes n'avaient pas l'air d'être claires pour toi non plus, en fait. Donc, une fois encore, c'est important, si vous avez des attentes dans la vie, de les clarifier. C'est aussi important de vous dire que, peut-être, la vie ne vous répondra pas à toutes vos attentes. Et que c'est OK. Et que limite, vous savez quoi? C'est pas grave. Ça ne vous empêchera pas d'être heureux. Être heureux n'est pas une réponse à des attentes. Être heureux, c'est un choix. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pendant très longtemps, j'ai pensé que le bonheur, c'était d'atteindre des résultats et d'obtenir ce que je veux. Après, j'ai appris que c'est ça aussi, mais c'est aussi vouloir et désirer ce que j'ai, d'apprécier ce que j'ai au quotidien. La gratitude. D'accord? Vous avez remarqué que les choses simples, que vous soyez tous heureux et que vous appreniez à lâcher prise partout dans votre vie. Je vous l'offre. Vous allez remarquer une chose, c'est que la plupart du temps, quand on est face à l'adversité, on essaie toujours de se remettre en question. Après, on peut même aller plus loin, on peut se remettre carrément en cause. La question, quand on est face à l'adversité, c'est pas de se remettre en question. C'est de se dire, quelle est ma prochaine étape d'évolution? Considérez que tout ce qui vous arrive est une proposition. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est une opportunité. Bon, mauvais, c'est-à-dire que c'est des choses que vous aviez décidées, pas décidées. Et regardez, on va lever la main, mais je vous demande vraiment d'être objectif, d'accord? Qui a rencontré une période très difficile dans sa vie, l'a passée, et ensuite s'est dit, c'est grâce à cette période que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui, et finalement, c'était pas plus mal. Levez la main. Regardez ça. Presque tout le monde a vécu ça. Et si vous ne l'avez pas vécu directement, une personne autour de vous l'a obligatoirement vécu. Ce que je suis en train de dire là, c'est que finalement, chaque fois qu'on est dans une situation désagréable, qui ne correspond pas à nos attentes, on sait que peut-être, dans quelques années, dans quelques temps, peu importe le temps, un jour on portera un regard dessus, c'est grâce à ça que je me suis transformé. C'est grâce à ça que j'ai grandi. C'est grâce à ça que j'ai évolué.
Et finalement, c'était pas agréable quand je l'ai rencontré, mais tant mieux. Puisque vous savez que vous allez le dire dans 1 an. C'est toutes les personnes que je rencontre tous les jours qui me disent « si seulement j'avais 10 ans de moins ». Mais tu l'as aujourd'hui. Parce que dans 10 ans, tu vas dire « si seulement j'avais 10 ans de moins ». Tu les as. Tu les as. Alors, si t'as pas eu chopé le dernier train, là, vas-y, chope le prochain, putain. Et dis-toi, allez, vas-y, le prochain, je le chope. Parce que j'ai pas envie de me dire dans 10 ans, si jamais j'avais 10 ans de moins, qu'est-ce que j'aurais pu faire ceci. Mais non, vas-y, tu les as, les 10 ans de moins, là. Tu les as. Tu les as. Incarne-toi, joue, gagne. La vie, c'est pas gagner tout le temps. Imaginez vraiment que ça marche vraiment. Non, franchement, tu restes dans ton canapé, tu imagines et tu vibres. Et tout ce que tu veux se réalise. Et franchement, la vie, aucun intérêt, quoi. Et puis franchement, il y a des choses, il vaut mieux pas que ça se réalise. Hein. Parce que mesdames, si vous saviez ce qu'on avait dans la tête... Ah non, mais c'est Sodome et Gomorrhe, le monde entier. Hein. C'est un truc, ça ressemblerait plus à rien. Et puis, messieurs, si vous saviez ce que les femmes ont dans la tête, il n'y aurait plus que des femmes sur cette planète. Donc c'est juste important de comprendre cette dimension-là, c'est que finalement, d'avoir une vie dans laquelle on obtient toujours ce que l'on veut n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt. Et pourtant, on vit comme des enfants un petit peu capricieux, et dès qu'on n'a pas ce qu'on veut, je vais contrôler. Mais non, ne contrôle rien. C'est une proposition de la vie qui t'est faite. Plus tu vas embrasser l'incertitude, plus tu vas embrasser la nouveauté, plus tu vas accepter d'être bousculé dans tes retranchements, plus tu vas te rendre compte que parfois on a des attentes, et finalement, on va obtenir autre chose. Et que c'est OK, parce qu'au final, tu vas te dire « Hey, heureusement que j'ai eu ça ». Et il s'agit finalement de ramener tout ce futur dans ton présent. C'est pour ça que finalement, à bien y regarder, lâcher prise, c'est vraiment cette aptitude que j'ai de dire « Tout ce que mon présent contient, je dois le vivre comme si je l'avais choisi ». Vous comprenez ça ? Toute la philosophie, elle se trouve incarnée dans ce moment-là. Parce que de toute façon, à un moment donné, je vais dire, tu sais quoi ? Heureusement que j'ai vécu ça. Parce que c'est grâce à ça que je me suis transformé, c'est grâce à ça que je suis devenu un bon entrepreneur, grâce à ça que je suis devenu un bon père de famille, c'est grâce à cet épisode malsain ou pas bien que j'ai appris à grandir en tant qu'humain. Tout ce qu'on vous propose, chaque fois qu'on vous propose de l'adversité et qui ne rentre pas en ligne de compte de ce que vous aviez prévu par rapport à vos attentes, c'est en fait profondément une bénédiction. Maintenant, vous comprenez que si vous appréhendez le monde avec cette attitude-là, avec cette vision-là, vous n'avez plus besoin de lâcher prise. Parce que tout ce qui vous arrive, c'est pour le bien. Vrai ou pas ? D'ailleurs, si on y va du côté de toutes les philosophies religieuses avancées, on va retrouver ça dans le Coran, on va retrouver ça dans le christianisme, on va retrouver ça dans la Bhagavad Gita, dans l'hindouisme, on va retrouver ça dans le judaïsme. On te dit que tout est pour le bien. Et que tout ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu a choisi que tu devais vivre ça. OK ? En clair, comprenez que dans les philosophies religieuses, on est toujours dans une logique d'incarnation d'une âme. Dans l'incarnation d'une âme qui est une étincelle divine. Et cette étincelle divine, elle est là pour incarner quelque chose dans la réalité dans laquelle je suis. Et je vais me confronter à la réalité, je vais me confronter aux choses pour que cette âme puisse incarner ce qu'elle a besoin d'incarner. Dans un processus de réalisation. On va retrouver ça dans le judaïsme, on va retrouver ça dans le bouddhisme et dans quasiment toutes les religions. On va le dire de façon très différente, mais au final, les enseignements sont quasiment toujours les mêmes. J'ai eu la chance, à l'université, j'avais un cours sur la philosophie des religions comparées. Je peux vous garantir qu'il y a des points communs à toutes les religions. Ce point-là en fait partie. Qu'on est tous là pour incarner quelque chose. On est tous là pour vivre quelque chose. Maintenant,
Imaginons que vous voulez quelque chose dans votre vie. Peu importe ce que vous voulez. Imaginons que vous vouliez du courage. Imaginons que vous voulez trouver l'être aimé. Imaginons que vous vouliez réussir. Est-ce que vous pensez réellement que Dieu va vous donner la réussite, le courage ou l'amour, ou est-ce qu'il va vous proposer une expérience vous permettant de vivre ce que vous devez vivre? C'est pour ça que vous ne devez jamais considérer que ce que vous vivez comme quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous voulez. Peut-être que ça va à l'encontre de ce que vous voulez consciemment, mais ça va profondément en connexion avec ce que vous voulez profondément. Et à partir du moment où on appréhende le monde à travers cette perspective, à travers ce prisme-là, les choses deviennent complètement différentes. C'est-à-dire que le rapport que j'ai au monde devient un rapport de manifestation. Pas un rapport de confrontation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai quelque chose, c'est pas ce que je voulais. Non, j'ai quelque chose, c'est ce dont j'ai besoin. Alors je vais essayer de voir, à l'intérieur de cette expérience, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est proposé? Qu'est-ce que ça m'amène à être? Qu'est-ce que ça m'amène à développer en termes d'apprentissage? Qu'est-ce que ça m'amène à développer en termes de savoir-être, de savoir-faire, de savoir-faire, de faire savoir? Et si je mène cette réflexion-là, tout ce qui va m'être proposé est finalement une opportunité. Vous savez, vous pouvez passer une vie à lire tous les bouquins de développement personnel et vous dire je vais me les faire un par un, et à chaque fois je vais lire les 9 clés de ceux qui ont une superbe estime de soi, les 7 secrets de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, les 8 habitudes des gens efficaces dans la vie. Franchement, ça fait beaucoup de choses à apprendre. Non? C'est une perspective. Ou alors, vous vous dites, je vais laisser la vie me faire des propositions, et ce qu'on me propose, je vais réfléchir. Qu'est-ce que tu me proposes finalement? Qu'est-ce que cette situation-là m'amène à devenir? C'est quoi la proposition? Tu m'envoies un truc, viens, on essaye de découvrir, toi et moi, ce que tu es en train de me proposer. C'est une autre perspective, c'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher des informations qui peut-être ne vous serviront jamais à rien, en vrai, vous allez considérer que votre réel, le présent auquel vous êtes confronté, vous amène à identifier ce que vous avez besoin de travailler. Et du coup, vous allez considérer que tout ce qui vous arrive, c'est pour le bien, votre bien. Est-ce que les situations qui vont vous être proposées sont agréables? Non. Ben non, parce qu'on n'apprend rien des expériences délicieuses, vous comprenez ça? Je vous le répète, on n'apprend rien des expériences délicieuses, mes chouchous. C'est pas vrai. Tu le kiffes, le moment sympa. Mais c'est pas, tu te poses rarement sur un moment, tu dis, tu sais quoi? J'ai kiffé ce moment, il faut que je réfléchisse pour que ce moment il se reproduise tous les jours. Mais non, tu le kiffes le moment et tu ne te poses pas de questions en fait. Par contre, quand tu te prends une gamelle, quand tu te prends un mur, tu te dis peut-être que je vais éviter le prochain. Je vais voir ce que je peux faire la prochaine fois pour l'éviter. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et puis surtout, c'est quoi la proposition? Qui je dois être? Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus jamais avoir ce genre de problème? Qui me suit? Levez la main. Vous comprenez que finalement, lâcher prise, c'est rentrer dans une perspective d'un monde différent. Et c'est de considérer que chaque fois que vous vivez des choses agréables, pas agréables, ce sont des choses qui vous amènent simplement à déterminer et définir qui vous êtes. C'est le monde extérieur qui va vous permettre de livrer toute la transformation intérieure. Et quand on appréhende le monde avec cette perspective-là, le monde, il devient complètement différent. Vrai ou pas? Parce que finalement, je vais m'amuser, parce que c'est ça le jeu. Je vais m'amuser, tiens, qu'est-ce que tu es en train de me proposer finalement? Qu'est-ce que tu es en train... Ouh, je ne m'attendais pas à ce truc-là. Qu'est-ce que je dois faire? Vas-y, qu'est-ce que tu me demandes d'être? Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Et là, vous allez identifier exactement ce dont vous avez besoin de travailler en termes de développement personnel. Et à chacun d'aller chercher l'information, de se faire accompagner, peu importe. Mais comprenez que tout ce que vous vivez, ce n'est pas la réalité. Vous ne devez pas le voir comme tel. Vous devez le voir comme une proposition qui vous est faite pour vous transformer et vous améliorer. Quand on rentre dans cette perspective-là, on comprend que le contrôle, ça ne sert à rien.
vous comprenez que le contrôle, ça ne sert à rien. C'est inutile. La seule chose que vous devez développer, c'est votre capacité de vous adapter au passage. Cette capacité qu'on a de s'adapter, ça s'appelle l'intelligence. C'est-à-dire que chaque fois que j'appréhende le monde en me disant que ce qui m'est proposé, c'est ce que je dois travailler, c'est appréhender le monde avec intelligence. Chaque fois qu'on te fait une proposition, tu dis non, c'est pas ce que je voulais. Tu vas avoir une vraie confrontation, quoi. Et tu vas essayer de contrôler les éléments. Mais les éléments, ce n'est pas les éléments que tu dois contrôler, c'est toi. Donc, c'est sur toi que tu dois travailler. Je voudrais quand même aussi vous donner une perspective différente du lâcher-prise. Parce que, vous voyez, par exemple, moi, le lâcher-prise, j'ai aimé, par exemple, quand j'allais au Maroc, à Casablanca, quand on avait notre institut là-bas, je terminais mes formations le soir, et puis on se retrouve demain, Inch'Allah. Non, Inch'Allah pas. Non, c'est pas Inch'Allah. Moi, demain, je suis là, ce serait bien que tu sois là. Wallah, je sais pas, Inch'Allah, je serai là. Peut-être que oui, peut-être que non. Avec un truc exceptionnel. C'est-à-dire, quand ils arrivent en retard, il te dit, le train, il est parti sans moi. Non, t'as raté le train. Non. Wallah, non, il est parti sans moi, le train. Et donc, quand je leur demandais demain, Inch'Allah, moi, je dis, oui, Inch'Allah, qu'est-ce qui va se passer encore? Okay. Mais finalement, c'était une sorte de lâcher-prise. Le mektoub, c'est une sorte de lâcher-prise, d'accord? Donc, on a une certaine forme de lâcher-prise dans laquelle on va se dire, tiens, écoute, quoi qu'il arrive, c'est pas moi, c'est Dieu. Okay. Même le train, Dieu il l'a fait partir avant que j'arrive. C'est un truc de dingue. Okay. Je mets le train, il est parti avant? Non. Mais il est parti sans moi. Et là, tu dis franchement, le train, pas sympa. Okay. C'est une façon de lâcher prise. C'est une certaine façon de lâcher prise. Okay. Un jour, je suis allé au Japon. Et au Japon, j'ai rencontré des maîtres de Kyudo. Ça vous parle de Kyudo? Non. Le Kyudo, c'est le tir à l'arc. Okay. Et c'est intéressant parce que à l'époque, j'étais parti avec des Français qui étaient champions olympiques de tir à l'arc, qui allaient rencontrer pour la première fois des champions, en tout cas des maîtres Kyudo. Okay. Et c'était intéressant de voir que ces personnes tiraient sur un carré et il n'y avait pas de cible en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un centre où il fallait aller au bout, c'est-à-dire qu'on ne se mettait pas la pression, mais par contre on leur disait, ça ne sert à rien de viser le résultat au passage. La seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est d'avoir un geste parfait. Et un maître Kyudo, quand vous le regardez, tout respire la sérénité. Le geste parfait. Et donc, il y avait ces personnes-là qui étaient là de l'équipe de France de tir à l'arc, qui ont commencé à se dire, bon, c'est sympa, votre cérémonial, mais nous, on fait de la compétition, quoi. Ça se passerait quoi si on mettait des vraies cibles? Et c'est intéressant parce qu'en fait, ces mêmes maîtres Kyudo, pour la première fois de leur vie, ont tiré sur une vraie cible. Et ont des résultats qui étaient bien au-delà de ces champions olympiques. Vraiment. Et en fait, les champions olympiques ont compris que finalement, tout l'intérêt, c'était de dire que le lâcher-prise à la japonaise, c'était aussi de se dire, si je travaille sur moi, sur ma maîtrise personnelle, sur le geste parfait, sur la respiration, sur l'alignement, sur tout ce qui va faire ma réussite, en clair, ils étaient en train de te dire, ne travaille pas sur ton target. Le target, il viendra si tout le reste, il est super aligné. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et eux, ils appellent ça le lâcher-prise. Ils appellent ça le lâcher-prise. Et tu dis, mais en fait, quand tu les regardes, tu ne lâches pas prise du tout. Tu es dans une forme d'hyper-contrôle. Mais comprenez que eux, ils vous expliquent que s'il y a une chose que tu dois contrôler, c'est tes aptitudes personnelles. C'est d'être calme, c'est d'être concentré, c'est de faire un avec ce que tu es en train de faire. Et après, qu'est-ce qu'ils te disent? Tu tires, ton cerveau, il sait exactement ce que tu veux faire. Parce qu'en vrai, en arrière-plan, vous savez tous ce que vous voulez réaliser, vrai ou pas? Pas besoin de vous faire un dessin. Et à un moment donné, ils te disent que si tu as tout aligné, que si tu travaillais sur ton intériorité, au moment où tu lâches,
tout va dans le bon sens. Et ils sont en train de te dire que ça ne sert à rien de travailler sur les éléments extérieurs. Travaille ton intériorité. Travaille ton intériorité. En clair, travaille sur toi. D'accord ? Jung l'a dit différemment. Jung disait, si vous n'entrez pas en profondeur à l'intérieur, vous serez toujours en manque vers l'extérieur. Il manquera toujours quelque chose. Et dans ces cas-là, c'est sûr que tu vas vouloir contrôler les éléments. Mais quand tu es aligné à l'intérieur, quand tu es puissant ici, le hara, ton centre, quand il est puissant, tout ce que tu vas faire, c'est puissant. Que ce soit tirer à l'arc, que ce soit donner un coup de poing, un coup de pied, pousser quelqu'un, peu importe. Quand tu es centré, tu es centré. C'est-à-dire que, en fait, j'aime bien aussi cette autre dimension du lâcher-prise qui est de dire, ne travaille pas sur les éléments parce que les éléments, ils sont incontrôlables. Mais par contre, il y a quelqu'un sur qui tu peux travailler, c'est toi. Travaille tous les jours à t'améliorer. Tous les jours que Dieu fait, améliore-toi un tout petit peu. Sans te mettre d'autoflagellation. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, une fois encore, c'est important de ne pas rentrer dans le contrôle de soi. Ce qui est important, c'est de travailler sur l'amélioration de soi. D'accepter que nous ne sommes pas parfaits parce que ce qui est, est. Croyez-moi, je suis pourri d'imperfection. Je ne vis pas tout ce que j'enseigne. Vous devez le comprendre. Et si vous le croyez, vous êtes à côté de la plaque. Allez demander à mon épouse, à mes enfants, ils vont vous répondre. Okay ? Et si mes animaux pouvaient parler, maman, heureusement qu'ils n'ont pas la parole, ceux-là. Mais pourtant, je travaille tous les jours sur moi, vous voyez ce que je veux dire ? J'essaie de m'améliorer, de comprendre. Et je vais considérer que chaque chose qui m'arrive dans ma vie, agréable, pas agréable, chaque information qui m'est donnée est une proposition pour m'aligner. C'est une proposition pour m'améliorer. Par exemple, à travers le souci de santé qui a été le mien, j'ai compris qu'il fallait que je m'aligne en termes d'alimentation. Il fallait que je gère mieux mon stress. Il fallait que du coup, je me réorganise différemment. Il fallait que peut-être, j'allais me débarrasser de certaines choses du passé avec lesquelles je n'avais pas bien composé. Et c'est OK. C'est OK. D'accord ? Mais je sais que quand je fais ce travail-là, en quelque temps, je peux passer d'une soirée où je ne pouvais pas m'asseoir à une reprise totale de mon sport et de me dire qu'en septembre, je ferais bien de la compétition de karaté pour avoir un titre israélien parce que c'est un pays dans lequel je vis, j'ai la nationalité et c'est un pays dans lequel je n'ai pas de médaille. J'irais bien en chercher une. Tout ça, là, ça s'est passé parce que je ne me suis pas agrippé à ce qui m'arrive. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? J'ai choisi que ce qui m'arrivait, c'était exactement ce dont j'ai besoin dans ma vie pour passer à un niveau supérieur. Alors certains d'entre vous vont dire « David, mais c'est un système de croyance, c'est vrai ?» Mais c'est un système de croyance qui est ultra positif, vrai ou pas ? Et c'est un système de croyance qui me permet d'obtenir ce que je veux dans ma vie et qui me permet en tout cas de composer avec la réalité et d'être beaucoup plus efficace. Je vous ai dit que je voulais impérativement que vous partiez d'ici avec un modèle. J'aimerais que vous partiez avec ce modèle-là. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'un groupe de rock peut vous aider à lâcher prise. Ce groupe, c'est ACDC. Je ne connais pas du tout ce groupe. Et pour vous dire, je ne peux pas vous dire si j'aime ou pas, mais de ce que j'ai de ma mémoire d'enfant, je n'ai pas kiffé, sauf les slow. C'est pas eux qui avaient fait I Still Loving You ? Non ? C'est pas eux ? C'est Scorpion. Alors c'est avec Scorpion que j'ai pécho. Donc moi, je vois un mec de Scorpion, je l'embrasse. Parce que franchement, grâce à lui, j'ai perdu tout ce que je devais perdre. Okay ? Mais ACDC, ils ont fait des slows, c'est sûr. Non, parce que les rockers, vous avez remarqué que les rockers, c'est des brutes, mais quand ils font des slows, ils font les meilleurs slows. C'est détendre, en fait. D'accord ? Alors pourquoi ACDC ? Parce que je voulais juste que ça soit quelque chose de mémotechnique. D'accord ? ACDC avec un A comme accepter. On ne change pas ce qu'on n'accepte pas. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez aller en confrontation avec la réalité, cette réalité qui ne convient pas à ce que vous voulez, si vous n'acceptez pas, je vais vous dire un truc. Vous allez obligatoirement rentrer dans une logique de contrôle. Si vous rentrez dans cette logique de contrôle, vous allez augmenter votre stress. Si vous augmentez votre stress, vous allez stimuler tout le système amygdalien. Si vous stimulez tout le système amygdalien, vous allez renforcer les mécanismes d'autodestruction de votre système nerveux et son ralentissement technique. Si vous ralentissez tout ça, vous renvoyez un message à votre système psychologique que vous n'avez pas les capacités de faire face à la situation. Vous allez donc augmenter le stress, augmenter le système amygdalien et on est dans une espèce de cercle vicieux
qui ne vous amène qu'à être mal. On ne change pas ce qu'on n'accepte pas. Acceptez que la réalité qui vous est proposée ou ce que vous avez choisi, ce n'est pas le bon truc. Acceptez que parfois la relation à laquelle vous avez décidé de vous investir, c'est peut-être pas la bonne. Parfois c'est dur à accepter, mais quand vous le faites, regardez. Vous me dites aussi, vous êtes franc avec moi, d'accord ? On est entre copains et ça ne sortira pas d'ici. Okay ? Mais si vous avez vécu cette situation, vous lèverez la main. De dire qu'à un moment donné, vous avez refusé l'inévitable. Vous n'avez pas voulu accepter, et un jour ou l'autre, vous avez accepté ce que vous deviez accepter. Et quand vous l'avez fait, vous avez senti une vraie libération. Qui a déjà ressenti un truc pareil ? Ok ? Super. Mais, bien sûr. Parce qu'il y a un moment donné, on s'aperçoit que dans l'acceptation, il y a une véritable forme de libération. C'est très dur. Et en fait, ça dépend. Tu vois ? C'est ton mari ? Ou la 5 sur toi ? Non, mais oui, c'est vrai, mais c'est vrai que moi je... Non, vas-y, on va faire une conversation. C'est quelque chose d'important parce que tu veux aussi vous découvrir en même temps. C'est très agréable et je vous remercie. C'est-à-dire qu'en étant même très croyant, ce que vous avez dit, ce qui arrive pour le bien, c'est vrai. Mais moi, en 9 mois, parce que maintenant je suis encore en plein dedans, mais ça veut dire c'est dur d'accepter quand même d'avoir une dépression. C'est dur à la gérer et quand on est perdu, on est perdu. Alors, tu as raison. C'est quoi ton prénom ? Benjamin, Béni. Béni. Merci d'avoir partagé ça avec nous. T'es adorable. Tu as raison qu'en fait, c'est dur d'accepter les choses. Parce que, en fait, d'accepter, c'est un processus, en fait. D'accepter, c'est un processus. Et en fait, je ne sais pas pour toi, mais moi, on ne m'a pas appris ce que c'était que l'acceptation. Tu vois ce que je veux dire ? On ne m'a pas appris qu'il y a un moment donné, l'acceptation, c'était ce qui nous permettait justement de nous en sortir. Et surtout que quand on est, par exemple, dans des états qui peuvent être... Et vraiment, bravo pour le courage d'avoir partagé avec nous. C'est-à-dire que quand on ose dire, j'acceptais pas ma dépression, non, on n'a pas envie d'accepter. Et tu sais, quand j'ai eu la mienne, je ne l'ai pas acceptée non plus. Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est que moins je l'acceptais, plus elle prenait de la place. Ok ? Et tu as raison, ça demande du courage de se dire, tu sais, moi je vais te dire un truc, quand j'ai rencontré ma dépression, je ne vous raconterai pas obligatoirement le contexte, certains d'entre vous peut-être la connaissent, mais j'étais jeune, j'avais 23 ans, écoute-moi bien. Et j'étais l'archétype du winner. Je vous le dis, à l'école, j'étais le premier. Okay ? En sport, compétition, j'étais un tueur. Franchement, je kiffais combattre. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais sur un tatami, j'étais en effervescence, tellement je kiffais, et j'étais dans ma zone de génie. Je kiffais vraiment ce moment-là. Et pourtant, alors moi, quelqu'un qui parlait de dépression, je disais, c'est un nul. Arrête de t'écouter. Mais je te jure. Et pourtant, j'étais en psychologie. Frère, j'étais en psychologie, je pensais à un truc comme ça. Mais à un moment donné, vous savez quoi ? Dieu m'a donné une vraie leçon. Il m'a dit, tu sais quoi ? Je vais t'expliquer ce que c'est qu'une dépression. Parce que tu es en train de faire un métier qui s'appelle la psychologie. Et si tu n'es pas capable d'appréhender la douleur de l'autre parce que tu ne l'as pas vécu toi-même, tu ne seras jamais capable de faire face. Et en fait, j'ai compris que cette épreuve qui m'avait été donnée, c'est une épreuve qui m'a amené justement à être dans la sensibilité de mon métier, en fait. Et j'ai mis du temps, parce que je ne voulais pas l'accepter, cette idée. Franchement, je n'avais pas envie d'accepter l'idée que je me sentais faible, et que finalement, je pensais que j'étais un colosse, mais je n'étais pas un colosse. J'étais un colosse au pied d'argile, mais d'argile en terre glaise. Tu vois le truc ou pas ? Le jour où j'ai accepté, le jour où j'ai vraiment accepté, de dire, OK, tu es en dépression, il faut que tu te fasses aider, et il faut que tu fasses de cette dépression ta plus grande force. Parce que j'ai eu de la chance quand même d'avoir vu en psychologie que la plupart des personnes qui avaient traversé des dépressions fortes, après, étaient devenues des personnes incroyables, et d'intelligence, et de sensibilité, et aussi de force intérieure fantastique. Donc j'avais des modèles, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et je me suis dit, non, je ne pourrais accéder à ce modèle que le jour où j'accepterai de mettre des mots sur ce que je suis en train de vivre. Et tu as raison, l'acceptation, ce n'est pas toujours facile, mais c'est un processus obligatoire. Et qu'à un moment donné, ça demande quelque chose à laquelle on n'est pas prêt. Ça demande de la lucidité. D'accord ? Et de regarder les choses objectivement. Il n'y a pas, écoutez-moi bien, il n'y a pas d'acceptation sans vérité. Sans vérité de soi.
et se dire, ok, t'es en dépression, quoi. Ça fait du mal à l'admettre, c'est comme ça. Et parfois, ça va être, mon couple n'est plus ce qu'il est. Ça peut être des choses comme ça aussi. Parfois, il y a des choses qui sont difficiles et qu'on ne veut pas accepter. Parce qu'il y a une partie de notre inconscient qui refuse la vérité. Mais quand on rentre dans cette vérité, on peut accepter. Et quand on accepte, à ce moment-là, on peut trouver des solutions. Donc le premier mot, ça va être l'acceptation. ACDC. A avec un A comme acceptation. Tout le monde me suit? ACDC. La deuxième chose, c'est comprendre. Maintenant que j'ai accepté ma dépression, je vais essayer de comprendre comment j'en suis arrivé là et je vais essayer de comprendre quels sont les mécanismes pour m'en sortir. Vous devez comprendre que vous ne pouvez comprendre que lorsque vous avez accepté. OK ? On ne comprend pas ce qu'on n'accepte pas. Donc, une fois encore, le premier mot, c'est l'acceptation. Une fois qu'on a accepté, tout notre mindset peut rentrer dans une logique de compréhension. Mais vous ne pouvez pas comprendre ce que vous n'avez pas accepté, parce que vous n'irez pas chercher l'information. C'est que quand j'accepte une situation, que je commence à me dire, OK, comment je peux faire pour m'en sortir ? Qu'est-ce que je dois développer ? Qu'est-ce que je dois apprendre ? Comment je dois m'en sortir ? Quelles sont les stratégies ? Quels sont les apprentissages à mettre en œuvre ? Qu'est-ce que je dois travailler sur moi pour y arriver ? Tout ça, ça va rentrer dans ma logique de compréhension. Qui me suit ? Levez la main. OK. Donc j'accepte. Ensuite, je me dis, OK, maintenant, je vais tout faire pour comprendre. Je veux comprendre ce qui m'arrive. Je veux comprendre la situation. Ce qui fait que du coup, on va pouvoir passer au D. Je vais commencer à décider de ce que je veux. Je vais décider de dire, voilà, à partir de maintenant, compte tenu de la situation, voilà ce que je veux. Et ce que je veux, écoutez-moi bien, faites attention, ce que je veux n'est pas de contrôler la situation. Ce que je veux, ça doit être de travailler, je vais décider de travailler quelque chose de spécifique chez moi, à l'intérieur. C'est une stratégie du bifidus actif. D'accord ? Ce qu'il fait à l'intérieur, ça se verra à l'extérieur. D'accord ? C'est un principe d'attitude. Vous savez, l'attitude, c'est quoi ? C'est un état interne qui se voit à l'extérieur à travers un comportement. On va décider de travailler sur les bonnes attitudes nous permettant de faire face à la situation. Les attitudes, c'est l'état interne intérieur qui se verra à travers des comportements spécifiques. C'est ça la décision que je dois prendre. En clair, qu'est-ce que je dois travailler ici ? Qu'est-ce que je dois agir là ? Non pas pour avoir un contrôle sur la situation, mais écoutez-moi bien, pour être la personne de la situation. Il ne s'agit pas de contrôler une situation, il s'agit d'être la personne de la situation. C'est-à-dire de cette personne qui va être capable de faire face à la situation. Vous me comprenez ou pas ? Ça fait toute la différence. Parce que quand toi, tu veux contrôler la situation, tu as tout le schéma d'anxiété qui va aller avec. Mais quand tu travailles pour être l'homme ou la femme de la situation, tu vas ressentir quelque chose qui s'appelle la réalisation. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que quand on fait face à l'adversité, non pas à travers un schéma de contrôle, mais à travers un schéma de proposition, on vit quelque chose qui s'appelle la réalisation de soi. C'est-à-dire que quand tu vas traverser l'épreuve, je vous rappelle que l'épreuve, c'est un moment où tu dois faire tes preuves. D'accord ? C'est pour ça qu'on appelle ça une épreuve. D'accord ? En ce moment, on est en plein dans les examens, ex-ama, ex à l'extérieur, ama. Ton âme, elle est à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est toi, ta préparation, qui tu es, qui va devoir faire face seul. C'est comme si tu étais tout seul. D'accord ? Maintenant, je vous donne une bonne nouvelle. Vous n'êtes jamais tout seul. A, C, D, C. J'accepte, je comprends, je décide de me transformer intérieurement pour être la personne de la situation. Et ensuite, le dernier C, c'est la logique de croyance. Écoutez-moi bien. On va se poser une question qui est fondamentale. Quel type de croyance je dois développer dans ma vie ? Qu'est-ce que je dois croire pour être la personne de la situation et faire de cette épreuve quelque chose de grandiose ? D'accord ? Posez-vous cette question fondamentale. Que ferait la version la plus grandiose de qui je suis ? Vous voulez savoir les actions que vous devez poser ? Que ferait la version la plus grandiose de qui je suis ? Que croirait la version la plus grandiose de qui je suis ? Imaginons que la version fabuleuse, parfaite de David Lefrançois, voilà.
Enfin, là. Bon, elle est déjà là. Mais bon, imaginons. Ok. Que ferait cette version et qu'est-ce qu'elle penserait de la situation? Je vais la faire différemment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir d'un entretien avec quelqu'un et de vous dire « j'aurais dû lui dire ça ». Vous savez, c'est intéressant. Ça veut dire que fondamentalement, vous savez quel type de personne vous aimeriez être dans l'absolu. Vrai ou pas? Ça s'appelle l'idéal du moi. Vous avez une vision idéalisée de qui vous êtes. Et cette vision idéalisée, elle est là. Ok? Je vais vous dire une chose. Plus vous allez connecter avec cette vision idéalisée de qui vous êtes, plus vous allez décider d'incarner la vision idéalisée de qui vous êtes, et plus ce que vous allez produire sera juste et bon. C'est clair dans ce que je viens de dire? C'est très important que vous entendiez ça. À partir du moment où j'ai une vision de qui j'aimerais être dans l'absolu, connectez-vous à cette vision. Ne connectez pas à la personne qui a du mal, qui n'est pas bien, qui est impuissant, qui est plus connecté à notre enfant intérieur avec toutes ses blessures. Connectez à ce soi divin qui est là. Que ferait la version la plus grandiose de qui je suis? Que penserait la version la plus grandiose de qui je suis? Vous prenez des notes et vous pensez et agissez exactement de la même façon. Maintenant, laissez-moi vous faire une promesse très forte. Si vous prenez ce modèle, que vous prenez le temps d'y réfléchir, parce que ce serait vrai, quand je vous le présente comme ça a l'air cool. Qui a trouvé cool le modèle? Super. Maintenant, je vous dis, de l'incarner dans la réalité, ça demande des efforts. De l'incarner dans la réalité, ça veut dire, ok, ça demande que vous lâchiez quelque chose qui s'appelle l'ego, que vous lâchiez quelque chose qui s'appelle l'orgueil, et de se dire, ok, je vais accepter la situation, je vais choisir des choses différentes, oui, vraiment, je vais choisir, et puis surtout, je vais essayer de comprendre ce qui m'arrive. Et comprendre que j'ai ce pouvoir de me transformer. Je vais prendre la décision de travailler sur moi. De travailler sur moi, ça veut dire d'accepter que je suis imparfait. Vrai ou pas? C'est la partie la plus compliquée dans le processus. Parce que notre ego, à ce moment-là, il n'aime pas ça. Notre ego, il résiste. Il a envie de dire, mais non, c'est pas moi, c'est les autres. Non, non, c'est toi. C'est toi, parce que la proposition, c'est pas qu'on transforme les éléments extérieurs. C'est que la proposition qui t'est faite, c'est de dire, viens, c'est une proposition qui est faite pour te dire, deviens la personne que tu dois devenir à travers la chose qui t'est proposée. Maintenant, il y a une chose que, dans le judaïsme, on nous enseigne, que je crois profondément. On nous dit que Dieu ne nous donne jamais une épreuve à laquelle on ne peut pas faire face. Et vous savez quoi? Je vous jure que dans les centaines de coachings, peut-être les milliers d'accompagnements que j'ai eus, ce principe est un principe réel. Je n'ai jamais vu une personne confrontée à une épreuve à laquelle elle ne pouvait pas faire face physiquement, intellectuellement et émotionnellement. Encore faut-il accepter, comprendre, décider et modifier son système de croyance pour y arriver. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, la première des croyances que vous devez développer, et celle que vous devez garder quand vous allez partir ce soir, c'est que, quelle que soit la proposition que contient mon présent, choisissez-vous de vivre cette proposition comme si c'est vous qui l'aviez choisie. Et vous allez voir que si vous rentrez dans cette dynamique, je vous fais une promesse forte. Non seulement vous n'aurez plus besoin de lâcher prise, mais vous allez avoir un rapport différent au monde. Ok ? On vous dit dans tous les systèmes cognitivo-comportementaux que la carte n'est pas le territoire, vrai ou pas? On est en train de vous dire que finalement, ce qu'on vous propose, c'est une façon de voir la situation, c'est une façon de voir les choses. Vous savez, par exemple, cette semaine, fin de semaine prochaine, je vais sortir une formation sur l'intelligence artificielle. Et il y a des personnes qui m'ont chopé là-dessus. Ok ? Bon, oui, tu comprends, c'est un système dangereux. Bah, ça sera un système dangereux si tu ne le comprends pas. Ça sera un système dangereux si tu ne te formes pas. Ça sera un système dangereux si tu ne comprends pas à quel point ça peut t'aider et à quel point si toi, tu ne prends pas le train en marche, tu vas avoir un vrai problème. Oui, c'est un système dangereux. Mais tout est dangereux quand je ne le comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a deux possibilités, frère. Ou tu es has-been, et dans ces cas-là, tu vas prendre le train en marche, parce que la révolution qui arrive là maintenant, pour nous qui sommes dans cette salle, la révolution qui nous arrive avec l'IA,
c'est la révolution que mes parents ont vécue avec l'Internet. Certains se sont adaptés. Ma mère, elle est encore au téléphone à clapper. D'accord? Ok. Ils ont fait un choix. Est-ce qu'ils avaient besoin d'évoluer? Peut-être pas. Mais il y a un tas d'outils qui lui permettraient peut-être de bien fonctionner aujourd'hui. D'accord? Donc, est-ce que tu vas choper le train en marche? Tout nous arrive comme une information. Et une fois encore, ce qui est important, ce n'est pas ce qui arrive. C'est ce que nous, on va faire par rapport à ce qui arrive et comment on va mobiliser toute notre intériorité. Maintenant, une fois encore, si vous acceptez ce qui vous arrive, si vous comprenez que vous avez le pouvoir de vous positionner et de grandir, que vous prenez des décisions très claires par rapport à ce que vous devez travailler chez vous pour passer à un niveau supérieur et faire face à l'adversité et être l'homme ou la femme de la situation. Et que vous décidez que finalement, tout ça n'est qu'une question de croyance, je vous jure que le lâcher-prise sera beaucoup plus simple et que ce sera un phénomène que vous pourrez largement installer, instaurer dans votre vie et vous aurez un rapport au monde qui sera beaucoup moins stressant. Merci beaucoup.